Salut à tous, c'est Marc-Olivier, doctorant en psychoéducation à l'Université de Montréal et comme chaque semaine, je vais essayer de parler d'un sujet ou d'un débat qu'on a dans le vaste monde de l'autisme. Donc, cette semaine, on va aborder une question, puis je vous avertis déjà, j'ai beaucoup de peine à rester neutre face à cette question. C'est la fameuse question de les parents sont-ils responsables de l'autisme de leur enfant? Alors, réponse ça tout de suite, la réponse c'est non. Non, évidemment, non, non, non et non. Donc voilà, pour ceux qui voulaient juste une réponse, vous pouvez arrêter la vidéo, on a fait le tour de la question. Ensuite, pour ceux qui veulent rester avec moi un petit moment, on va juste amener, je dirais, deux aspects. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on a cru ça? Puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette gigantesque erreur qu'on a fait? Alors, pourquoi est-ce qu'on a cru ça? Ça vient de théories qui datent vraiment du tout début des travaux sur l'autisme. Je ne vais pas vous refaire une histoire complète de l'histoire de l'autisme et de la façon dont on a appris à mieux le comprendre petit à petit, même si ça pourrait faire l'objet d'une autre capsule à un moment. Euh, mais là, je vais vous parler au moins d'un auteur qui me semble vraiment bien symboliser tout ça, et c'est quelqu'un qui s'appelle Bruno Bettelheim, qui a écrit dans les années 67, il me semble, un livre qui s'appelait La forteresse vide, avec comme sous-titre L'autisme infantile et la naissance du soi, qui parlait justement beaucoup du rôle des parents là-dedans. Euh, pour comprendre son point de vue, il faut comprendre que c'était une personne qui revenait des camps de concentration allemands. Donc quelqu'un qui avait vu sans doute parmi les plus grandes horreurs qu'on pouvait voir, et qui avait notamment vu chez certains prisonniers un espèce de repli sur soi et du monde. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il a vu des enfants autistes, il a vu une certaine similarité avec ce que lui avait observé dans les camps de concentration. Euh, en fait, j'ai une phrase qui disait, et je trouve que ça exprime bien son point de vue, dans les camps de concentration allemands, je fus le témoin incrédule de la non-réaction de certains prisonniers aux expériences les plus cruelles. Je ne savais pas alors, et je n'aurais pas cru que j'observerais chez des enfants, dans l'environnement thérapeutique le plus favorable, un semblable comportement engendré parce que ces enfants avaient vécu dans le passé. Et là, il y a la phrase clé. Pour lui, l'autisme est lié à ce que ces enfants avaient vécu dans le passé. C'est des expériences qui les avaient rendus autistes. Tout comme c'est des expériences, des traumatismes majeurs qui avaient pu expliquer ces comportements chez les personnes dans les camps de concentration. Donc, quelle expérience ces enfants avaient pu vivre pour être, entre guillemets, traumatisés à ce point? euh, Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne mâche pas ses mots, puisque pour lui, le facteur qui précipite l'enfant dans l'autisme infantile, oui, je lis ces phrases pour être sûr de ne pas trop dénaturer l'idée, donc le facteur qui précipite l'enfant dans l'autisme infantile est le désir de ses parents qui n'existe pas. Donc pour lui, la cause est quand même relativement claire, puis je sais que certaines personnes qui connaissent mieux la pensée de Bettelheim que moi vont me dire que je dénature ou que je simplifie trop. J'en suis conscient, mais quand même de façon générale, j'ai eu la cause se trouve dans la relation avec les parents et principalement avec la mère. Euh, on peut lire dans ces textes que ce qu'ils voient comme cause, c'est la relation froide avec les parents, des parents qui rejettent leur enfant, des parents qui sont incapables d'aimer. C'est une des personnes qui a notamment utilisé le terme de mère réfrigérateur pour montrer à quel point ses parents étaient froids et distants. Euh, Heureusement, les choses ont évolué. Alors, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas sur la cause de l'autisme. Vraiment, il y a encore énormément de questions, même si on avance, il y a des belles recherches qui se font, il y a encore plein d'inconnus, mais on va de plus en plus vers des origines biologiques, génétiques, et on n'a pas de doute que les parents n'ont rien à voir là-dedans. En fait, notre situation face aux parents en tant qu'intervenants, c'est même complètement inversé avec le temps. Plutôt qu'y voir comme la cause de l'autisme, on y voit heureusement pour ça de plus en plus comme la solution, comme nos principaux alliés, ceux qui vont
souvent détecter l'autisme en premier, ceux qui vont être les plus efficaces pour intervenir, ceux qui vont aider la généralisation, ceux qui vont être l'élément clé dans le bien-être de leur enfant. C'est les personnes clés de tout ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la situation. Non seulement ça, mais de plus en plus, on reconnaît que même si avoir un enfant autiste, évidemment, peut avoir des moments sans aucun doute extraordinaires comme n'importe quel enfant, il y a des défis. Et l'idée de culpabiliser ses parents n'était peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue pour les aider. Et donc, on peut amener d'autres façons de les aider, de les supporter qui vont être beaucoup plus efficaces pour qu'eux aillent mieux et donc indirectement avoir un effet sur l'enfant aussi. Donc, notre situation a vraiment changé, on a vraiment inversé notre rapport avec les parents. C'est une bonne chose, ça nous a pris beaucoup de temps pour le faire, mais on avance vers ça. Donc, on pourrait me dire, pourquoi aujourd'hui tu viens de nous parler d'une vieille théorie que quelqu'un a mis de l'avant, mais qu'aujourd'hui on n'utilise plus? Alors, il y a deux raisons là-dedans. Premièrement, malgré toute la recherche qu'on a fait, on a encore des gens qui croient ça. On a même certains professionnels, plus dans le domaine psychanalytique, qui restent encore dans cette vision-là. Donc on n'est pas encore complètement sorti de cette croyance-là. Mais en dehors de ça, il y a aussi un autre aspect. Historiquement, ça révèle beaucoup sur nous. Bettelheim n'a pas été tout seul dans son coin à écrire un livre qui a été publié à 3 exemplaires. Absolument pas. C'est devenu quelque chose de majeur dans le mouvement de réflexion sur l'autisme. Ça a été quelque chose qui a eu un impact pendant des années et qui a conditionné la façon dont on essayait de soigner l'autisme. Et ça, il y a des apprentissages à en prendre. Premièrement, le fait que même si quelqu'un, à l'époque, un grand nom de la psychologie, sort une théorie, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Et c'est quelque chose qui reste applicable aujourd'hui. Il y a beaucoup de théories qui sortent sur l'autisme. Et il y a beaucoup de théories qui ne sont pas forcément soutenues non plus. Et ça, c'est le deuxième point. C'est l'importance de tester ces théories. Si on ne l'avait jamais testé, peut-être qu'il y a encore beaucoup de gens qui croiraient que c'est encore de la faute des parents. Heureusement, on a démontré, on a fait des recherches, on a fait des études, on a montré que c'était faux, on a travaillé et on a mis de l'avant d'autres causes. L'importance de tester une théorie avant de la mettre en application. Mais surtout, ça montre le danger de la mauvaise information. Je veux dire, imaginez l'impact que ça a dû avoir sur les gens. J'ose même pas imaginer ce qui se passerait si moi, j'avais un enfant autiste, puis qu'une des premières choses qu'on me dirait, c'est que c'est de ma faute. Ça a un impact majeur. Ça a fait qu'on a fait des interventions qui non seulement culpabilisaient les familles, mais qui en plus n'aidaient pas les enfants. C'est pour moi un exemple parfait du danger de la mauvaise information et de l'importance de garantir une information de qualité. Et c'est pour ça que j'aime autant cette histoire, tout autant elle est tragique, autant j'aime m'en souvenir, parce que pour moi ça me rappelle ce pourquoi je me bats maintenant. Si vous l'avez remarqué, j'essaie de diffuser de l'information qui est en général assez soutenue. C'est pour ça, c'est parce que j'estime très important que l'information la plus solide circule. Et un autre apprentissage, qui est pour moi encore plus important, c'est de l'humilité en tant que chercheur. De dire, waouh, certaines des personnes les plus intelligentes et souvent très bien intentionnées ont cru des choses complètement fausses et ont fait des dégâts. Ça peut encore m'arriver. Je fais tout ce que je peux pour l'éviter, pour ça que je me base autant sur la recherche, mais on peut se tromper. Donc soyons à l'écoute. Soyons à l'écoute de la remise en question, soyons à l'écoute des recherches qui vont nous prouver que c'est faux, soyons à l'écoute des expériences des personnes qui vont nous faire cheminer, qui vont parfois nous forcer à changer complètement mon point de vue, mais soyons humbles, soyons, on va dire, prudents sur ce qu'on dit. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous parler de cette histoire, même si ça me fait vivre plein de petits mouvements de colère intérieure que je vais sans aucun doute exprimer une fois que j'aurai fini cette vidéo. Fait que c'était ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super bonne semaine et comme d'habitude, si vous avez la moindre réaction, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fera plaisir de répondre ou éventuellement d'en parler dans la prochaine vidéo. Fait que, à la prochaine!